Alors que la conjoncture économique et aussi boursière devient, on va dire, plus incertaine, quel profil de société faut-il privilégier en bourse quand la volatilité est persistante? Réponse avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Avec cette volatilité qui fait son retour cette année, merci Trump, il faut en tirer les conséquences dans la façon de gérer ses avoirs en bourse. En tout cas, c'est vrai, David, que on peut se dire que dans un contexte aussi difficile, avec ces nouvelles barrières douanières, avec ces revirements imprévisibles et successifs, maintenant avec la détérioration de la relation entre Trump et Musk, il est important de privilégier dans un portefeuille boursier des sociétés de qualité, on va dire, qui vont être peu endettées, qui offrent une bonne visibilité, avec de bonnes marges, et puis qui ont, on va dire, qui donnent quelques garanties sur leur croissance et sur leur pérennité de leur croissance. Donc, c'est-à-dire, on va s'intéresser plutôt à des entreprises dont les profits rapportés aux fonds propres sont élevés, parce que elles sont mieux armées pour traverser les tempêtes, et aussi parce que, en général, ce sont ces sociétés-là que les investisseurs recherchent quand la conjoncture devient plus incertaine, comme en ce moment. Et les critères, donc, à regarder, à privilégier, à scruter? Oui, alors, en fait, pour être un peu plus technique, on va dire que là, on va s'intéresser à la rentabilité des fonds propres. C'est-à-dire, on va prendre les ratios les plus élevés dans ce domaine, avec en vérifiant quand même que les valorisations de ces valeurs en bourse sont encore raisonnables. Alors, concrètement, ça veut dire que on va prendre un ratio qui est en fait qu'on appelle en bon français le return on equity, le ROE. C'est en fait le ratio du bénéfice net rapporté au montant des fonds propres. Bon, on veut qu'il soit le plus élevé possible. C'est un ratio qui en fait mesure la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices à partir des capitaux qui ont été investis par les actionnaires. Donc, le retour sur capitaux propres, il mesure la capacité d'entreprise à utiliser justement ces fonds propres pour créer de la valeur. Et il se trouve qu'en plus, il est utilisé bien sûr par les investisseurs professionnels pour comparer la rentabilité des entreprises entre elles, même si d'ailleurs elles sont issues de différents secteurs. Alors, par exemple, si on prend, David, on est en France, si on prend les 200 sociétés du CAC All Tradable, donc comme univers d'investissement, et on va essayer déjà de faire une sélection. Alors, on va retenir donc par exemple les entreprises dont ce fameux ROE, ce return on equity, ce ratio, il est supérieur à la moyenne du marché français, qui elle est estimée autour de 12% en 2025. Parce qu'on se dit, ce ratio-là, s'il est élevé, ça veut dire que c'est une bonne gestion de l'argent qui est investi par les actionnaires. Alors, avec ce critère, par exemple, on ne retiendrait pas en fait des entreprises qui ont un ROE donc estimé 2025 inférieur à celui du marché, et donc on va sortir par exemple Kering, Alstom, Rémy Cointreau, CGDIM, Worldline, Fnac Darty ou même ST Microelectronics. Ce sont des valeurs qui sont en plus davantage exposées aux soubresauts de la conjoncture. La rentabilité, le return on equity, effectivement, mais aussi peut-être regarder l'endettement de la boîte? Oui, donc on va aussi peut-être dans notre sélection, on va écarter les sociétés dont la dette nette dépasse 2 fois l'excédent brut d'exploitation, le fameux EBITDA. Alors pourquoi? Pour éviter des bilans trompeurs qui peuvent doper artificiellement la rentabilité des fonds propres en y mettant de la dette supplémentaire. Ça peut aussi permettre de limiter l'effet de levier d'un endettement qui va être plus difficile à supporter s'il y a une phase de tension sur les taux d'intérêt longs, parce que ça augmenterait le poids des faits financiers, ou ça rendrait un refinancement plus compliqué. Alors, si on raisonne sur ce critère, du coup, des valeurs comme OVH Cloud ou Bastide, le confort médical, vont sortir de la sélection, et même aussi Séché Environnement, Eiffage, Aéroport de Paris, Engie ou Veolia. Et donc, dans cet écrémage, on va dire, sur nos 200 valeurs du CAC All Tradable, on se dit, autant choisir d'entreprises qui, en plus, peuvent avoir, en fait, un flux de trésorerie attendu par le consensus qui est plutôt en augmentation. Ce qu'en bon français, on appelle le free cash flow yield. On va regarder si celui de 2026, il est attendu un peu en hausse par rapport à celui de 2025. Et sur ce critère-là, par exemple, on va retirer de notre sélection, en fait, Dassault Aviation et Trigano. Ouais, en même temps, Laurent, Dassault Aviation, c'est plus 60-70% depuis le début de l'année en bourse. Oui, alors justement, parce qu'en fait, on se dit que justement des actions qui sont très bien valorisées, on peut en citer d'autres, même Hermès, Safran, Planisware ou même Dassault. Et donc on a assisté à Dassault Aviation, oui, mais là il y a Dassault Systèmes. En fait, la valorisation est élevée. Oui, on se dit que c'est plutôt bien, mais du coup, ça rend plus incertain en fait l'évolution future de leur cours de bourse. Bon, alors la shortlist, c'est quoi? Quelles sont les valeurs, la sélection des valeurs les plus rentables?
En fait, une fois qu'on a fait tout cet écrémage, et si on raisonne toujours pour prendre des exemples concrets qu'on connaît bien, nos 200 valeurs de l'univers du CAC All Tradable, et on regarde le haut du palmarès, on va dire, eh bien, on va retrouver en haut du palmarès, si on raisonne par ce ratio ROE décroissant, on va retrouver, on va garder la Française des Jeux, on va garder Bureau Veritas, on va garder Airbus, Vusion Group, SPI, Interparfums, Ipsen, Technip Energy, Vallourec, Schneider Electric, Publicis, Nexans, J11, Vinci, Total Energy. Et donc en fait, ça nous fait, par exemple, vous voyez, une quinzaine de valeurs sur ce critère. C'est un parmi d'autres, mais en tout cas, c'est un bon critère. Ça peut permettre de constituer un portefeuille, ou en tout cas de le démarrer déjà avec une quinzaine de valeurs. Bon, les champions, ils sont en France, mais ils sont aussi hors de France. Les champions du profit en dehors de l'Hexagone, c'est qui ? Oui, alors bien sûr, on pense aux États-Unis notamment. Si on regarde la composition de l'indice S&P 500, on compte en fait une cinquantaine de sociétés dont les bénéfices dépassent la moitié de leurs fonds propres. Donc, c'est avec un ROE, ce return on equity, supérieur à 50%. Et parmi ces entreprises très rentables, on retrouve les vedettes de la côte américaine. Alors, pour en citer quelques-unes, vous avez Mastercard, vous avez Apple, vous avez Lockheed Martin, Eli Lilly, Nvidia bien sûr, Adobe, Visa ou même Oracle, qui en plus profitent donc de fortes positions concurrentielles dans leur secteur d'activité. En fait, d'ailleurs, toutes les sociétés que j'ai citées, dans certains cas, c'est quasiment, c'est des quasi-monopoles. Mais alors, on trouve aussi parmi toutes ces entreprises les plus rentables à Wall Street, on trouve aussi celles qui évoluent dans des secteurs où la pression concurrentielle est bien plus forte. Et là, on va voir en haut du palmarès Colgate-Palmolive, Dell Technologies, Kimberly-Clark, Home Depot, troisième compagnie, PepsiCo ou même eBay. Là, il y a aussi, dans le secret de leur réussite, une forte capacité d'innovation, un savoir-faire marketing, puis donc une bonne gestion qui est appréciée par les investisseurs. Bon, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on lit dans le revenu hebdo de ce long week-end ? Eh bien, écoutez, David, outre notre revue effectivement des différents compartiments de la cote, notamment française, alors on repart un petit peu du dernier tableau de bord trimestriel de l'autorité des marchés financiers sur le comportement des particuliers, des investisseurs particuliers actifs, notamment la façon dont ils utilisent les ETF, ce support qui devient de plus en plus populaire. Et puis on revient sur quelques-uns de nos conseils ou sur les grandes sociétés de la cote, notamment Sanofi, qui fait une acquisition majeure aux États-Unis, et puis d'autres dossiers plus à regarder de plus près, comme Elis ou Soitec. Allez, merci beaucoup. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent, salut. Merci David.